Salut à tous, salut à toutes, nouvelle rétrospective aujourd'hui. Je suis une nouvelle fois avec une personnalité du monde du jeu à la maison, le grand luxe. Je suis avec Xavier Georges. Bonjour Boris. Xavier Georges, auteur de plusieurs jeux. On va reparcourir ensemble ton parcours. Ça me fait plaisir de te recevoir à la maison parce que, comme je le disais déjà dans la vidéo sur Pearl Games, Pearl Games, c'est vraiment important pour moi. Et puis de manière générale, tes jeux, j'y ai énormément joué. C'est des jeux plus de catégorie expert, donc qui correspondent bien à mon profil. On va retracer tous ces jeux, on va analyser leurs mécaniques, est-ce qu'il y a des filiations, et puis on va aussi discuter de ton parcours, ton arrivée dans le monde du jeu. C'est parti. Alors, Xavier, dis-nous tout. On va commencer de manière simple par ton arrivée dans le monde du jeu. C'est quoi? Déjà, est-ce que tu jouais, on l'imagine, peut-être déjà pendant l'enfance, à des jeux de cartes, etc. Puis, ton arrivée dans le jeu de société moderne, comment est-ce qu'elle se passe? Je suis un grand amateur de jeux de société. Je joue depuis que je suis en âge de jouer. Donc, j'ai fait tous les grands classiques du Monopoly au Cluedo, en passant par le Stratego, et d'autres. À un moment donné, j'ai commencé des études d'architecte et j'ai eu des cours d'urbanisme notamment, ça a toujours passionné. Et je me suis dit, mais franchement, le Monopoly, c'est quand même assez pauvre comme simulation de la construction d'une ville, quoi. Ça m'a beaucoup frustré. Et au cours de mes études, j'ai eu la chance de participer à un jeu de simulation qui s'appelle Community Land Use Game. Et ça a été un peu un déclic en me disant, mais waouh, ce jeu, là, on fait vraiment une simulation, mais c'est un niveau universitaire, donc c'est vraiment, il y a plein de calculs de distance, de revenus, de coûts, de machin. Un jeu pour les architectes, en fait. Non, c'est un jeu pour les géographes, en fait, au départ. Voilà, c'est vraiment pour apprendre un peu comment se construit une ville. Et il y avait 6 équipes, et le jeu s'est assez bien terminé, parce que notre équipe a terminé avec plus d'argent que toutes les autres équipes réunies. Voilà, on s'était fort bien amusé, mais voilà, on avait fait les bons investissements au bon moment. Bonne compréhension de la mécanique. Voilà, exactement. Donc j'étais assez fier de ça, et je me suis dit, mais franchement, moi je vais me mettre au boulot parce que j'ai envie de faire autre chose que du Monopoly. Et c'est là que j'ai commencé à travailler sur Carson City, qui à l'époque s'appelait encore Kansas City. Ok. Voilà. On est à quelle année en ce moment-là, à peu près? Alors là, on est dans les débuts des années 90. Ok. Ah ouais, et Carson City, on va en reparler, mais ne sortira qu'en 2009. Voilà, il faut voir que un jeu, c'est 10 ans de développement, et les premières... Là, je parle de la première intention de faire autre chose que du Monopoly, qui est arrivée encore bien avant les premiers jets de Carson City, quoi. Donc il y a eu 10 ans d'intervalle entre mon intention et les premiers protos qui ont commencé à être intéressants. Comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce que tu restes avec cette base du Monopoly comme un peu un contre-exemple, ou est-ce que tu découvres aussi le jeu de société moderne, les jeux, je sais pas, de Rainer Knizia, du Rosenberg Alors, je suis resté assez longtemps cantonné aux jeux de rôle et aux wargames. Je n'ai découvert vraiment les jeux de plateau modernes assez tardivement. À un moment donné dans ma vie, j'ai ouvert une boutique avec des copains, on a ouvert une boutique de jeux. Et c'est là qu'on a commencé à se rendre compte qu'en fait, il y avait une offre qui était quand même beaucoup plus diversifiée que ce qu'on pouvait acheter en grande surface. C'est marrant. Donc, d'abord, vous avez ouvert la boutique, et là, au moment de vous renseigner, vous avez vu, en fait, il y a plein de jeux. Mais on a ouvert la boutique parce que on se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas du tout connu. Et donc, nous aussi, on voulait les découvrir, les pratiquer, mais aussi les offrir au public. C'était à l'époque des jeux comme Méditerranée, etc. De Dominique Erard. Hein. Voilà. C'était pas, en fait, le bon moment pour ouvrir une boutique, parce qu'il y avait aussi Magic qui s'est pointé à ce moment-là. Et c'était déjà un peu l'engorgement au niveau de l'offre de cartes à jouer. Donc, voilà. Beaucoup de joueurs le racontent. Hein. Le moment où Magic arrive, il y a une espèce d'exode vers Magic. Tout le monde arrête de jouer aux jeux un peu experts de l'époque, les civilisations et tout ça, pour se consacrer à fond à Magic. Et donc, il n'y a pas que Magic, il y a toutes les dérivés qui sont arrivés à la déferlante, et c'était assez complexe à gérer pour une boutique, parce qu'en fait, il y avait une offre incroyable de plein de jeux
de cartes à collectionner ou pas qui déferlaient et qui ne se vendaient pas forcément. En fait, ce qui m'a lancé, c'est le fait d'avoir décroché un prix au concours de Boulogne-Billancourt. Ouais, concours très célèbre dans le milieu, très important. Voilà, j'étais dans les finalistes avec Kansas City, qui va devenir plus tard Carson City, mais c'est pas ça qui m'a vraiment lancé. Ce qui m'a lancé, c'est le jeu qui s'appelait Vauban en tant que prototype et qui est devenu Palais Royal. Voilà. D'accord, donc... Qui lui a gagné le premier prix. Du coup, ça m'a aidé à le proposer et Hansing Gluck l'a choisi. Et donc, ça a été ma première sortie. Mais donc, gros temps de maturation, puisque tu commences à réfléchir au développement de ces jeux dans les années 90, et Palais Royal, on va y venir, mais sort en 2008. Donc, c'est vraiment un moment où tu as peaufiné tes jeux. Est-ce que tu les fais beaucoup tester à tes amis à ce moment-là, ou est-ce que tu les gardes pour toi? À l'époque, oui. C'est un peu différent maintenant parce que j'arrive beaucoup plus vite à quelque chose de satisfaisant qu'à l'époque. Mais à l'époque, oui, il m'a fallu 10 ans pour développer Carson City. Palais Royal, ça a été un peu plus rapide, mais aussi parce que c'est pas tout à fait le même calibre en termes de complexité. Donc voilà, c'est un jeu beaucoup plus accessible. Mais même Carnegie, c'est aussi un jeu qui m'a demandé 10 ans. C'est pas 10 ans à temps plein, c'est des allers, c'est des retours, c'est des interruptions. Mais parfois c'est nécessaire de prendre du recul, d'oublier presque un jeu et d'y revenir. Et de le revoir avec un regard neuf pour se dire « Ah mais oui, ça j'avais pas vu, mais ça fonctionne pas. » On le voit pas quand on est le nez dans le guidon à faire des tests sur des tests, mais qu'on voit quand on prend le recul de ne pas y jouer pendant un moment. À quel moment est-ce que tu rencontres Sébastien Dujardin et Alain Orban, avec qui vous allez avoir l'aventure de Pearl Games? On va y revenir. C'est au moment des études? C'est après? On s'est rencontrés chez Alain. Il faisait une journée test, proto, etc. Donc on s'est rencontrés chez lui. Sébastien m'a montré ce qu'il faisait. J'ai trouvé ça très sympa. Et je faisais du covoiturage avec Sébastien. Et dans le retour, le voyage de retour, je lui ai dit, mais en fait, j'ai une idée de jeu. J'ai déjà fait quelques cartes comme ça, pas encore du tout jouables, mais en gros, l'idée, c'est d'avoir des cartes qui te donnent accès à des dés, et avec ces dés et d'autres cartes, tu peux faire des choses, des points, de l'argent, et pour racheter d'autres cartes plus fortes, etc. Je me dis, ça paraît intéressant. Et alors, je lui ai proposé en fait de travailler avec moi là-dessus, parce que moi j'étais à temps plein, lui avait un peu plus de temps, et il a accepté l'idée. Et puis Alain a appris qu'on commençait à bosser sur un jeu à deux. Il m'a dit, vous n'aurez pas une place pour moi? Et on a dit, ouais, volontiers, viens avec nous. Et on a commencé à se voir tous les mois pendant le temps qu'il a fallu pour développer le jeu. Alors Orban, qui lui d'ailleurs avait déjà créé un jeu, alors beaucoup plus light, Santiano, en 2006 chez Repos Productions, un jeu d'ambiance où on court partout autour de la table, mais qui avait donc déjà peut-être un pied dans l'édition, et qui pouvait aussi être intéressant pour ça. Oui, tout à fait. C'est ce qui est incroyable avec Alain, c'est qu'il fait des jeux, son panel de prototypes qui va du jeu comme Santiano jusqu'au jeu expert. C'est vraiment intéressant de découvrir avec ton parcours que c'est des jeux qui sont vraiment faits sur la durée, avec, comme tu l'expliques, ce bienfait de parfois laisser reposer un prototype, etc. Et puis en termes de calendrier, on va le voir, mais en fait leurs sorties se sont enchaînées. On a eu Palais Royal en 2008, Carson City en 2009, 3 en 2010, donc il y a comme un effet d'emballement, et au final tout ça a pris bien le temps d'arriver. Ça c'est le hasard du calendrier. Je ne sais pas s'il y a une leçon à en tirer en fait, oui. Parce que parfois par exemple j'ai signé Carson City avant de signer Palais Royal, mais seulement il a mis plus de temps à sortir, vu que c'est un jeu aussi plus complexe avec beaucoup plus de matériel, etc. Donc la maturation a été finalement plus longue qu'un Swinglook, où c'est un jeu vraiment, quand ils signent un jeu, eux, c'est une machine, ils ont un objectif, ils font tout pour le respecter. Avec Queenette Games, ça a été une démarche un peu différente, et il y a eu plus d'allers-retours avant la sortie du jeu. I jumped from the boat. You said you wanna live by yourself. So
Alors Xavier, en termes de calendrier, ton parcours débute en 2008 avec Palais Royal, on l'a déjà un petit peu évoqué, un jeu en version française chez Philosophia, et puis tu me disais qu'il y avait un partenariat aussi avec Hansim Gluck, c'est avec Hansim Gluck que tu signes au départ, hein, Oui, c'est ça. Et Rio Grande Games pour la version américaine. Donc c'est un jeu que moi j'aime beaucoup, que je connais depuis assez longtemps, dont je m'étais séparé, puis que j'ai racheté il n'y a pas si longtemps, qui a une thématique, Palais Royal, donc à Versailles, etc. On a les perruques, hein, c'est Menzel aux illustrations, voilà. il me semble. Menzel, on reconnaît son style assez pompier, assez chamarré. C'est un jeu, tu le disais, qui est un peu plus simple que ce que tu vas faire ensuite, qui a un cœur assez épuré, même s'il est assez mathématique, hein. Donc on a ces petits personnages, des espèces de petits meeples qu'on doit déplacer sur des différents lieux pour gagner des points d'action, et c'est ça qui va être le moteur de l'attraction. Je peux vous raconter comment est né le jeu. J'étais, je crois, dans un café, je sais plus lequel, et je jouais avec des cartons de bière. J'aime bien jouer avec les cartons de bière, vous savez, les faire sauter dans la main, là, tu vois, la tac. Et à un moment donné, j'ai commencé à les disposer devant moi, et je me suis dit, ok, imaginons, j'ai un carton de bière, c'est l'entrée. J'ai un autre carton de bière, c'est le nombre de pions qui rentrent. J'ai un troisième carton de bière, c'est le nombre de mouvements. Et puis voilà, et puis j'ai commencé à imaginer, ok, là c'est des ressources, et puis là c'est ceci, et puis là c'est des cartes, et voilà, et la base du jeu était là. Et puis je suis rentré chez moi assez vite, j'ai commencé à faire mon petit proto et me sortir mes petits cubes que j'ai chez moi pour faire un test, et ça commençait déjà à tourner. Voilà, c'est comme ça qu'est né le jeu, sur une simple idée assis dans un bar. C'est souvent comme ça en fait, les nouvelles idées. Pour moi, quand je pense à ce jeu, je pense vraiment au terme de construction de moteur, donc engine building comme on dit en anglais, parce que tu as une montée en puissance, hein, des meeples, tu vas en avoir de plus en plus, qui vont te donner de plus en plus de points d'action, etc. Mais avec la possibilité tout de même que ce moteur s'enraye, parce que tu peux faire complètement n'importe quoi dans ce jeu, hein. Tu peux complètement te bloquer si t'enlèves tes meeples des déplacements, ou si tu choisis de ne plus en faire arriver de nouveau en jeu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'engine building, d'habitude, on associe ça aux jeux de cartes à combo, etc. Là, c'est vraiment de la construction de moteur, mais sans cartes, juste sur base d'un plateau qui est central et qui est partagé. Donc je trouve que c'est assez original, ces ingrédients-là. C'est vraiment un jeu qui est né de sa mécanique, hein. Donc typiquement, Palais Royal, on a d'ailleurs longtemps réfléchi au thème qu'on allait mettre dessus, parce que on avait une mécanique assez épurée. T'avais un thème, toi, quand même, de travail? Alors moi, mon thème, c'était Vauban. Oui. Parce que, j'avais... Vauban, pour moi, c'était quelqu'un d'extrêmement rationnel, un personnage incroyable, c'est même l'inventeur de l'impôt universel, tu vois. Et donc, Vauban, pour moi, c'était un peu un archétype de la rationalité, du travail bien fait, etc. Et je trouve que ça collait super bien avec la mécanique du jeu. Comme tu viens d'expliquer. Oui, qui est assez calculatoire. Voilà. Mais seulement, Hansim Gluck, qui est une maison allemande, Vauban, ils ne connaissent pas du tout. Et donc, ça ne leur parlait pas. Et donc, on a vraiment cherché longtemps avant de trouver ce thème qui fonctionne bien aussi. Mais voilà, moi, j'avais imaginé ce Vauban au départ, et je trouvais que ça collait encore mieux que les serviteurs qui circulent dans un palais. Ce que je trouve très intéressant, c'est que cette mécanique de petits pions qu'on déplace sur des tuiles, on va la retrouver 15 ans après dans Carnegie, avec plein d'autres choses autour, mais il y a quand même cette filiation assez importante. C'est un cran au-dessus de Palais Royal en termes de complexité. Je voulais une mécanique qui supporte le développement industriel que je voulais mettre en place. Et j'avais envie de reprendre certaines mécaniques. Il y a beaucoup d'auteurs qui font ça, hein. Rosenberg et autres. Quand on a une idée qu'on a envie d'exploiter, on la resserre en la réadaptant à une nouvelle recette. C'est un peu ce que j'ai fait ici, en développant et en affinant le mécanisme, et en supprimant le côté interactif qu'on a dans Palais Royal, où on doit se battre pour des majorités sur certaines cases. La possibilité de construire vraiment son jeu. Et donc du coup l'engine building est encore plus fort dans Carnegie, puisqu'on va carrément designer tous ses départements, et donc toutes les actions qu'on peut faire ou pas. Voilà. Tout à fait. Donc oui, dans Palais Royal, on a beaucoup parlé de ces tuiles qui sont modulaires, hein, d'ailleurs. Ça peut renouveler les parties, la façon dont on les agence, mais aussi un second plateau
au-dessus, où là, c'est de la majorité un peu plus classique, mais avec une course quand même et une certaine interaction et tension pour se placer le premier et aller récupérer des points de victoire. C'était là dès le début, cette idée, ou c'est venu pour ajouter de la tension? En fait, dans une mécanique, dans celle de Palais Royal, vous avez besoin d'amener régulièrement de nouveaux pions, de nouveaux ouvriers, voilà. On les appelle comme on veut, mais ici, il fallait ce renouvellement. Et donc, le fait de devoir en ramener implique qu'il fallait aussi en retirer. Et donc, il fallait en retirer pour faire quelque chose. Et donc, nécessité de mettre en place une mécanique où ces pions qu'on retire du plateau soient utiles. Voilà. D'où ce jeu de majorité. Super intéressant. Et puis... également, là c'est la touche un peu plus Unseen Glück, un jeu un peu plus léger, un petit peu de chance et d'opportunisme sur les cartes. On a des cartes spéciales qui nous permettent de faire des trucs un peu explosifs dans le jeu. Et ça, si on a la bonne carte, on peut vraiment tirer son épingle du jeu d'une certaine façon. C'est venu de l'éditeur? C'est venu de toi? Non, c'est vraiment moi. C'est-à-dire que j'aime bien l'idée que dans un jeu, on a le choix de jouer sur la chance ou pas. Donc qu'un joueur qui aime jouer sur la chance peut y arriver, et qu'un joueur qui n'a pas envie de jouer sur la chance, qui est juste dans sa gestion, peut y arriver aussi. Voilà, je trouve ça bien comme dilemme, comme ambivalence. Est-ce que je tente ma chance ou pas? Et donc c'est ce que j'essaie de faire ici. On peut aller chercher des cartes, mais c'est pas du tout obligatoire. On peut très bien s'en passer. Et Philosophia aujourd'hui n'existe plus, mais il n'y a jamais eu de projet de réédition de Palais Royal? Ça n'a jamais été à l'étude? Alors, il n'y a pas eu de projet jusqu'ici de réédition de Palais Royal. Moi, je veux dire que j'aimerais bien Moi, je trouve que le jeu n'a pas vieilli. Je pense qu'il mérite une réédition, d'autant plus que j'avais travaillé sur une extension qui n'a jamais vu le jour parce que le jeu n'est pas ressorti, etc. Oui, il a fait son premier tirage. Il a fait son premier tirage qui a été écoulé, voilà. Mais je trouve que ça mériterait une réédition, oui, certainement. Voilà. Un jour peut-être. Appel est lancé, donc. On arrive en 2009 et là, il y a des choses à dire sur celui-ci. Carson City, qui est donc à l'origine Kansas City, quand tu commences à le créer, qui est le premier jeu sur lequel tu commences à travailler, et le premier jeu que tu signes, tu nous le disais, donc chez Queenhut Games. Un jeu qui, contrairement à Palais Royal, a été maintes et maintes fois réédité. Il y a plein de versions différentes, j'ai pas du tout la plus luxueuse, il y a des deluxe, il y a des big box, il y a des extensions, etc. Est-ce que ce jeu, c'est la première question que j'ai envie de te poser, est-ce que ce jeu vient de Keylus? Parce que moi, quand je le présente, je dis c'est Keylus au Far West. Alors, c'est une très bonne façon de le présenter, mais non, Carson City ne vient pas de Keylus. Donc, oui, parce que tu le disais, tu as commencé à travailler dessus avant. J'ai commencé à travailler dessus avant. Au départ, c'était un mécanisme de choix d'action qui s'imposait à tous, un peu comme Puerto Rico. Et puis un jour, j'ai eu l'idée, mais en fait, laissons les gens plus libres de choisir ce qu'ils font. Donc chacun pourrait choisir ce qu'ils font, et donc va placer un pion pour décider quelles sont les actions qu'il choisit, et il n'est pas du tout obligé de faire toutes les actions. Comme ça, on sort du schéma qui à l'époque était hyper classique, c'est tout le monde fait ça, puis tout le monde fait ça, puis tout le monde fait ça, puis tout le monde fait ça. Et j'ai eu cette idée-là en 2004. J'ai été revoir mes fichiers et tout. Et puis en 2005, Keylus sort. Voilà. Moi, j'étais tout content avec mon idée, et puis paf, je vois Keylus qui arrive. Et je me suis dit, merde, quelqu'un d'autre y a pensé aussi. Je me suis dit, en fait, vu le succès de Keylus et la qualité de Keylus, je me suis dit, ok, c'est pas grave, c'est très bien, ça montre que j'ai des bonnes idées et que je suis sur la bonne voie. Voilà, je me suis dit, je me suis fait cette réflexion-là, je me suis dit, c'est que je suis dans le bon, en fait. Donc continuons, avançons, etc. Et donc voilà, j'ai continué à avancer tranquillement sur mon jeu et à le développer. Voilà. J'ai développé Carson City vraiment aussi dans l'idée de laisser un maximum de liberté aux gens. C'est-à-dire que à Carson City, on peut même ne rien faire au premier tour
démarrer le deuxième tour avec plein de cow-boys et donc plein d'actions disponibles et donc en étant très fort et d'être le roi du tour en fait. J'aime bien cette idée-là de donner vraiment un maximum de liberté aux joueurs, de customiser sa partie comme il le veut. Ouais, parce que pour pitcher le jeu en 2 mots aux personnes qui ne le connaîtraient pas, c'est du placement d'ouvriers, mais avec ce système un peu de route à la Caylus où les actions vont être résolues dans un certain ordre, et on peut placer son ouvrier vraiment partout. On peut le placer sur des actions de cette route ou sur le plateau pour ensuite acheter des terrains, construire des bâtiments, ce genre de choses, et on peut même aller sur les bâtiments des autres pour leur prendre la moitié de leur pognon. Et c'est là la grande distinction avec Caylus, c'est que oui, c'est le système de Caylus, mais avec de la bagarre. Tout à fait, avec de la bagarre. C'est un élément que j'adore beaucoup dans le jeu, tout en sachant que quand je joue à Carson City, je me bagarre très peu. Pourquoi je me bagarre très peu? Parce que c'est pas la meilleure stratégie. Imaginons en fin de partie, vous avez un super bâtiment bien lucratif qui vous rapporte tant de dollars, quelqu'un vous attaque, il va gagner la moitié, 15 $. Vous avez envie de vous défendre. Mais est-ce que c'est la meilleure chose que vous allez faire avec votre cow-boy? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bien souvent, la réponse est non. Il vaut mieux se laisser voler quelques dollars, mais faire quelque chose de plus intéressant derrière. Mais le jeu nous incite à la confrontation, et ça fait partie du plaisir du jeu. Et il y a un duel assez féroce, parce que comment est-ce qu'on gagne? On achète des points de victoire, et plus on avance dans la partie, plus les points de victoire coûtent cher, et donc plus tôt, du coup on a envie d'y aller le plus tôt possible. L'espace, l'étau se resserrant, on va être un peu forcé de se confronter. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs degrés de lecture, notamment sur ces combats. On peut les jouer au dé, mais on peut, comme tu le disais, économiser ses cow-boys pour avoir un bonus sur son lancer de dés. Et puis on peut aussi choisir de jouer avec des tuiles. Un peu à la manière de, je sais pas, d'un Dungeon Twister, où chacun secrètement, on met sa tuile, on révèle, et donc on a un set de tuiles pour la partie, on a tous le même, à gérer comme on veut. Oui, effectivement. Donc, moi, mon idée de base, c'était le dé, et c'est ça qui est resté dans la version de base du jeu. Oui, ça se sent, les tuiles, c'est une variante. Voilà. Les tuiles, c'est une variante qui a été demandée par mon éditeur, qui aurait même voulu la mettre comme règle de base, parce que clairement, mon éditeur, là, Arnaud Quispel, lui, ce qu'il préfère, c'est la gestion, il n'aime pas le hasard, etc. Donc voilà. Mais donc j'ai dû insister, et il a respecté mon avis, donc ça, j'en suis très content. Mais moi... le Far West, c'est prendre des risques, et donc c'est risquer sa peau avec un dé à 6 coups, comme j'aime les appeler. Ce truc de pouvoir piquer quand même la moitié du pognon de son adversaire, même si tu le disais, parfois il faut les laisser faire, il y a un truc assez jouissif quand il arrive. Et ce qui est rigolo, c'est que ça se fait en 2 temps. Parce que d'abord, tu places ton cow-boy, et seulement après, les actions vont être résolues. Donc, on ne sait pas encore quelle sera l'issue du duel, et on doit quand même continuer sa programmation. Donc c'est là que le hasard joue un rôle intéressant, je trouve, c'est que l'incertitude nous pousse à faire des choix, nous pousse soit à assurer nos arrières ou à prendre des risques, comme tu le disais, et je trouve que c'est assez riche dans les sensations que ça procure. Moi, c'est une chose que j'aime bien, enfin j'ai des souvenirs de parties comme ça incroyables, où toute la résolution du dernier tour était jonchée de duels, jusqu'au dernier moment, ça a été le gros suspense, parce qu'en fait, chaque fois qu'on perd un duel, on récupère son cow-boy. Au dernier tour, c'est dommage, puisqu'il ne servira plus. Mais il fait quand même plus 1 sur le prochain duel. Voilà, et donc, j'ai gagné une partie comme ça. J'avais une chance sur 36 de gagner, parce que j'avais... Mais je l'ai gagné, et ça, c'est incroyable, quoi. Voilà, ça fait des souvenirs. Est-ce que tu as vécu des parties où cette sauce de l'affrontement marche un peu moins? Est-ce que le jeu risque pas de manquer peut-être parfois de tension si les joueurs se prennent pas au jeu et s'affrontent pas? Dans Carson City, il y a des personnages, et ces personnages ont un grand impact sur la manière dont le jeu va se dérouler. Il y a des personnages qui sont plus là pour donner de la force et donc inciter au duel, et d'autres qui, au contraire, permettent d'échapper ou d'éviter les combats, les duels. Ça, donc en fonction de nos goûts aussi. Et donc en fonction de ses goûts, on peut choisir un panel de personnages différents, et c'est ça qui est conseillé dans la boîte. Et on peut parfaitement jouer une partie entière de Carson City sans le moindre duel, ça marche très bien. Ça devient du jeu d'achat de terrain, d'achat de bâtiments, de bonne gestion, de bon placement, etc., de bon développement urbain, et ça marche très bien aussi. Super. Un mot sur les extensions. Moi, j'y ai jamais joué, donc je sais qu'on a
différents personnages, etc. Ces extensions, est-ce qu'elles ont été commandées par l'éditeur rapidement avec le succès du jeu? Est-ce que tu les avais déjà en tête au départ? Pour Carson City, c'est vraiment une demande plus effectivement de l'éditeur qui m'a dit ouais, ce serait vraiment bien d'avoir encore plus de variété, etc. Et donc oui, ben c'est vraiment un jeu où j'ai pas eu trop de difficultés à trouver des nouveaux personnages et des nouvelles idées de voilà, c'est vraiment un jeu qui pour moi est une sorte de boîte à outils comme ça qu'on peut développer dans beaucoup de sens différents. Donc les nouveaux bâtiments, les nouveaux personnages, j'ai vraiment pas eu de mal, j'ai pas dû me creuser la tête bien longtemps pour les trouver. Et donc ouais, c'est un jeu qui a connu un grand succès, qui est encore ressorti il y a 1 an ou 2, et des jeux de 2009 qui sont encore réédités aujourd'hui, c'est quand même assez rare, donc ça c'est vraiment à saluer. C'est une chance en tout cas pour moi, c'est sûr. Je pense que le jeu a effectivement assez bien vieilli. La seule chose que j'ai changé, c'est rajouter une règle solo et avoir adapté l'aide de jeu pour l'améliorer un peu. Ouais, c'est un jeu que moi je conseillerais plutôt à 4-5 pour qu'il y ait vraiment de l'affrontement et de la tension, mais peut-être que pour le côté un peu plus calculatoire, à 2 ça peut marcher. Alors je n'ai pas de conseils à donner pour le nombre de joueurs. Jamais, hein, parce que sur les avis que je reçois de tous mes jeux, il y a des gens qui disent c'est génial à 2 et des gens qui disent c'est nul à 2. Je n'ai jamais compris cette logique-là. Je veux dire, chacun a ses goûts. Je pense que si des gens aiment jouer à 2, ben, ils auront leur type de jeu qui aimeront jouer à 2 et peut-être d'autres pas. Je pense que ça dépend vraiment des personnes. Ok, bon, en tout cas, ouais, Carson City, un jalon important dans ta carrière, et c'est chouette de voir que le premier jeu sur lequel tu as travaillé à partir du Monopoly en tant que parfait contre-exemple ait eu ce destin-là. C'est pas tout à fait le premier jeu sur lequel j'ai travaillé, je dirais que c'est le premier jeu sur lequel j'ai travaillé qui a été édité. Mais j'ai d'autres protos qui sont restés dans les cartons et qui le sont toujours et qui resteront sans doute toujours dans les cartons. Voilà. On arrive maintenant en 2010 avec un jeu dont on a déjà pas mal parlé, qui, on l'a annoncé sur cette chaîne, va connaître une version big box avec des nouvelles illustrations par Ian O'Toole dans un futur relativement proche, probablement une campagne en 2026, on l'espère. Donc une idée à toi un peu au départ, et puis Sébastien se met dessus, Alain se met dessus aussi, et vous faites des sessions régulières pour y travailler. C'est un jeu qui est, je trouve, je disais tentaculaire à Sébastien, et il savait pas trop comment le prendre, mais qui est riche en tout cas, et si on le pitchait sur le papier, on se dirait « Oh, il y a trop de trucs dans ce jeu », parce qu'il y a du draft 2D, il y a des cartes avec des pouvoirs sur lesquels on doit se placer, on doit aussi placer un peu ses ouvriers pour avoir de nouveaux dés, il y a des objectifs secrets qu'on a en début de partie, on doit essayer de déduire les objectifs des autres, il y a un côté un peu semi-coopératif avec les événements qui nous arrivent sur la tronche, donc c'est vraiment un cocktail de plein de choses, il y a aussi un peu du contrôle des lancers de dés avec l'influence, etc. Et pourtant ça marche, et c'est un jeu qui a été hyper bien accueilli, alors que c'était le premier jeu de Pearl Games, et puis qui reste encore une référence aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir l'enthousiasme à l'annonce de son retour. Comment est-ce qu'on explique ça? C'est vraiment la fusion de vos influences. Qu'est-ce qui fait que ce cocktail assez fourre-tout quand on le regarde de loin fonctionne aussi bien? Je pense que c'est en partie dû au fait qu'on était 3 auteurs, et qu'on s'est beaucoup amusé à le développer. On a chacun nos sensibilités, nos goûts, mais là on s'est vraiment tous fait plaisir. Il y a très peu de moments où on s'est retrouvé bloqué. Il y a toujours eu quelqu'un, un ou trois disait on peut faire ça, ah bah oui. On va faire ça, ah bah oui. Mais là ça ne va pas, mais non, on va faire ça, ah bah oui. Voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est passé, c'était vraiment incroyable. Il y a le truc qui nous a vraiment bloqué plus longtemps, c'est la cathédrale. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était presque un running gag. On n'était jamais d'accord sur la cathédrale. Et puis finalement, on a quand même trouvé une solution. Pour la petite histoire, vraiment, c'est le fruit de nos 3 têtes réunies, ce jeu. Et c'est amusant parce qu'en fait, il faut savoir que le thème du jeu, donc c'est le développement d'une ville médiévale. Et donc, c'est vraiment le nom d'origine. Le nom n'a pas changé, le thème n'a pas changé,
Et pour nous, c'était un peu aussi le petit gag de dire on est 3 auteurs pour faire 3. Quoi, voilà. Le fait que c'est une auto-édition, que une fois que le jeu était terminé, Sébastien s'est dit, en fait, faisons-le nous, et c'est ça aussi qui vous permet de ne pas changer la thématique, de ne pas faire de concessions. Je pense que peut-être, par exemple, vous seriez allé voir Hans im Glück, ils auraient peut-être voulu couper des choses, j'en sais rien, mais en tout cas, là, on sent que c'est vraiment un jeu sans concession, et c'est l'auto-édition qui permet ça, j'imagine. Ça, il faudrait poser la question à Sébastien, puisque c'est vraiment lui, en tant qu'éditeur, qui a fait ce choix, qui a pris ce risque de sortir ce jeu, qui était quand même qui sortait un peu de ce qu'on avait l'habitude de voir. Effectivement, le fait d'être auteur-éditeur fait qu'on est tout à fait libre de faire ce qu'on veut. La première idée de 3, c'est vraiment cette imbrication entre les dés et les cartes, le fait que les dés nous permettent de nous poser sur des cartes après, et ces cartes qui vont permettre la modularité entre les parties, c'est d'ailleurs un des éléments qu'ajoutera l'extension Les Dames de Troie. Ces cartes, au début, elles ne sont pas retournées, et c'est au fur et à mesure de la partie qu'on va découvrir les pouvoirs qui vont nous permettre d'interagir avec tout le système du jeu. En fait, l'idée de départ, c'est vraiment de dire pourquoi ne pas se servir de dés comme une ressource et de pouvoir les jouer, les manipuler. Moi, c'est le jeu de draft de dés le plus interactif que je connaisse, parce que tu vois un 6 chez l'adversaire, tu peux lui prendre. Oui, tout à fait, ouais. C'est effectivement, l'idée c'était vraiment que les dés représentent une force de travail, et que cette force de travail, tu peux aller la shipper à l'adversaire. Voilà, c'est ça l'idée, le concept de base. C'est assez passionnant, parce que ça crée un écosystème où chaque dé a une valeur bien spécifique. On crée des lots de dés, et si on veut faire un gros lot de dés pour faire une action à 18, ça va nous coûter très cher aussi. Donc on sent vraiment ce côté force de travail. C'est presque il y a un côté jeu de marché en fait, même si ça se vit pas comme ça. Et puis en même temps, c'est nous qui avons la main sur nos dés, parce qu'on peut choisir de les relancer, de les retourner avec de l'influence, etc. Et ça c'est très intéressant, parce que ça crée vraiment des enjeux de tempo capitaux, je trouve. Dans quel ordre je prends quel dé. Ce qui nous intéressait, effectivement, c'est ce côté... d'arriver à faire des tours où c'est waouh. Pendant plusieurs tours, on accumule l'influence, l'argent, tout ce qu'on a besoin, et puis on est premier joueur, on est le premier à choisir ses dés, on a l'argent, on a tout ce qu'il faut, et on fait l'action à 18 qui fait 10 points, voilà. Et ça c'est ce qui nous plaît aussi dans le jeu, c'est ce côté un peu, allez, on prend patience, on se prépare, et puis on fait une action qui déchire, voilà. Une question que je me pose aussi, c'est ce truc des objectifs secrets qu'on a en début de partie, mais où il y en a un nombre très fermé, il y en a 6, si je me rappelle bien. Tout à fait. Et donc, moi, il y a un côté Metropolis, qui est un jeu que j'adore, où c'est la même chose, il y a 5 objectifs secrets, et pendant la partie, en fonction des actions, on essaye de déduire qui a quoi, parce que là, en plus, dans 3, l'enjeu, c'est qu'on peut scorer sur les objectifs des autres. Cette idée-là, est-ce qu'elle est là dès le départ? Est-ce qu'elle arrive pendant le développement? Parce que ça renouvelle, ça change vraiment les sensations. S'il n'y avait pas ça, le jeu serait vraiment très différent, je pense, dans son feeling. C'est un des éléments qui fait que quand on a l'idée, quand on l'a testé, on ne la lâche plus. Parce que voilà, on sent qu'on a trouvé quelque chose de juste, quelque chose qui met de l'ambiance, etc. Et le nombre de fois où on s'est dit ah merde, c'est pas l'influence que tu visais. Mais non, je croyais que c'était toi qui visais l'influence. Oui, parce que par exemple... Parce qu'on est deux à avoir couru l'influence, alors qu'en fait, c'est juste que moi, j'avais été chercher beaucoup d'influence d'un coup parce que j'en avais besoin peut-être pour autre chose puis que je l'ai pas utilisé, et que l'autre a cru que j'avais ce personnage-là. Enfin bon, ça crée plein de situations amusantes. Qui donne du fun en fait voilà. dans un jeu qui autrement pourrait être assez stratégique, assez froid. Et l'enjeu est énorme parce que par exemple le pognon, tu peux accumuler plein de pognon pendant la partie, s'il n'y a pas le personnage qui score dessus, tu n'auras pas de points à la fin pour ça, quoi. Donc Trick Track d'or, gagnant du Trick Track d'or en 2011, et puis As d'or nominé aux As d'or jeu de l'année en 2011 aussi. Donc pour un premier jeu de Pearl Games, une belle reconnaissance, et puis votre premier jeu à 3 aussi. La seule chose qu'on peut regretter, c'est d'être sorti la même année que Seven Wonders, qui a absolument tout raflé. Donc 3 est un peu le poulie d'or du jeu de société. On est très content des prix et de la reconnaissance du jeu, c'est vraiment chouette. Alors, une boîte qui a
bien vécu, c'est ma boîte de tournée, hein, elle est toute déchirée, et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est mon jeu préféré de Pearl Games, et probablement de toi également, enfin de vous trois. C'est le jeu de tableau de cartes qui m'a fait une révélation, et encore aujourd'hui ça fait partie de mes jeux préférés, et je l'ai découvert d'ailleurs pour l'anecdote avant 3. C'est un jeu qui sort un an après seulement, hein, en 2011, et il y a un tour de force qui est, je trouve, d'arriver à capturer une essence similaire à 3, mais avec un matériel totalement différent, parce qu'il n'y a plus de dés, mais on a toujours ces ouvriers, et on a toujours la possibilité de les acheter aux autres, donc il y a des enjeux similaires, et en même temps il y a une construction de moteurs, et vraiment de tableaux de cartes 3x3, comme on voit énormément aujourd'hui, hein, des jeux comme beaucoup plus simples, mais comme Château Combo, ce genre de choses, c'est très à la mode, le jeu de tableau de cartes. Là, en 2011, c'était pas si commun, et placement de cartes, mais avec du placement d'ouvriers sur ces cartes, avec des synergies, des personnages, si on les met dans la bonne ligne, dans la bonne colonne, ils vont nous faire des bonus quand on active certains trucs. Et puis on retrouve le côté des objectifs secrets de 3 dans les bâtiments de niveau 3, un peu à la Race for the Galaxy aussi, hein, ces bâtiments qui vont nous déclencher un scoring, mais là encore, ce scoring va être partagé par tout le monde, donc on retrouve ces enjeux, c'est pas caché, mais un peu quand même, parce qu'on peut les avoir dans notre main à un certain moment, on les pose sur la table. Comment ça se fait qu'il y a eu qu'un an qui s'est écoulé? Est-ce que le jeu était déjà prêt dans votre tête? Le développement des deux jeux se sont chevauchés. Quand 3 était quasi fini, mais qu'il fallait encore assurer toute la phase de développement final, illustration, etc. On avait déjà commencé à travailler sur Tournée, parce que c'est Sébastien qui est arrivé avec une envie de faire un jeu où on gère des pioches de cartes différentes, et on construit son jeu en piochant des cartes, en choisissant l'endroit où on va les piocher, sachant plus ou moins ce qu'on va obtenir, mais pas totalement. Au départ, le jeu n'est pas spécialement destiné à être dans l'univers de 3. Alors, je pense que c'est arrivé tout de suite, parce qu'en fait, on s'est dit, mais on va faire un jeu en gardant cette dynamique d'aller acheter la force de travail des autres. Je pense que c'est arrivé dès le départ, parce que Sébastien avait envie de travailler sur Tournai, qui est sa ville natale. Thème médiéval, Tournai, c'était parfait. Oui, puis on retrouve les 3 couleurs d'ouvriers avec 3 pioches de cartes séparées par niveau, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grande liberté, donc on n'est pas obligé, comme on pourrait l'avoir dans des jeux un peu plus classiques, de passer vraiment ce stade niveau 1, niveau 2, niveau 3. Si on se débrouille, on peut très bien aller dès le premier tour, aller chercher un bâtiment niveau 3 si on le souhaite, donc c'est très ouvert. Et puis on retrouve aussi un peu le côté événement de 3 à travers les crieurs publics qui se cachent dans chacune de ces 9 pioches de cartes, qui vont déclencher des événements, et il va falloir, parfois on va chercher exprès à aller déclencher ces événements parce qu'ils nous arrangent bien. Il y a des événements positifs aussi qui peuvent nous rapporter du pognon. D'autres fois on va vraiment craindre et on va essayer de mesurer les risques pour ne pas les déclencher. On retrouve un peu ce que j'essaye en tout cas moi d'insuffler dans les jeux, c'est la sensation de liberté. Et donc effectivement, ce choix de dire, ok, je vais prendre une petite carte plus modeste, niveau 1, ou aller taper directement dans le niveau 3 pour savoir là où je vais faire des points de victoire dès le départ, et pour orienter ma partie. Voilà, cette liberté-là, moi c'est ce que j'aime bien. On sait que Pearl Games va retravailler sur certains jeux. Est-ce que Tournai, il serait question de retravailler dessus un jour? Alors, il en a déjà été question. On a déjà réfléchi avec Alain et Sébastien à qu'est-ce qu'on allait faire avec Tournai. Est-ce qu'on le retravaille? Alors, c'est vrai que, pour le coup, Château Combo nous refroidit un peu, parce que vu le succès et la qualité du jeu d'une part, et le fait que ce soit quand même assez proche au niveau mécanique, ouais, il y a quand même plus de profondeur dans Tournai, mais alors mais je pense qu'il y a aussi pas mal de profondeur dans Château Combo, hein, mais c'est pas le même type de profondeur, j'ai envie de dire. Moi, j'aurais très envie d'y retravailler, vraiment, parce que je pense qu'il y a même voir Château Combo et jouer à Château Combo, ça me donne envie d'y retravailler, en fait. Ouais, la dimension qu'a Tournai par rapport à un jeu de type Château Combo, c'est vraiment l'interaction. Là où Château Combo, l'interaction va se limiter au contre-draft dans la rivière, ici, les pioches, d'une part, sont communes, mais on peut aussi aller chercher les ouvriers des autres,
on peut les utiliser pour activer nos propres bâtiments, etc. Donc c'est ça qu'un jeu comme Tournai pourrait apporter, mais évidemment il faudrait le remanier pour qu'il soit au standard d'aujourd'hui peut-être. Alors Xavier, on arrive en 2012, on est toujours chez Pearl Games et Jinkopolis, de nouveau un jeu d'urbanisme, d'architecte, même si au final les sensations, la façon de jouer va être très différente dans un Carson City. Ici notamment, on va également construire une ville en commun, mais elle va aussi arriver en hauteur, hein. Il y a cette verticalité avec des tuiles qu'on va pouvoir empiler. Et la ville va aussi s'étendre sur ses rebords. Donc on démarre d'un carré de 3 par 3, et puis on va vite s'étendre dans plusieurs dimensions. Peut-être déjà une question sur ça. Est-ce que c'est ça, l'idée de cette ville qui s'étend sur plusieurs dimensions, qui était au départ de l'idée du jeu, de son envie? Le défi, au départ, que je me suis lancé quand j'ai démarré à travailler sur ce jeu, c'était après la sortie de Seven Wonders, hein, avec le plaisir qu'on a de jouer en fait un peu en simultané, puisqu'on choisit sa carte, on joue en même moment, voilà. C'était de faire un Seven Wonders interactif, plus interactif dans l'idée que on va pas construire son tableau de cartes tout seul dans son coin, mais on va construire un truc en commun. C'est ça. Donc il y a le draft, mais il y a aussi autre chose. Il y a le draft, il y a le tableau de cartes, mais il y a aussi quelque chose qu'on fait en commun et qui se développe en commun. C'est un peu le défi. Et pour ça, la solution que j'ai trouvée, c'est qu'en fait, c'est identifier chaque tuile par une carte, qui permet que quand on a ces cartes en main, on sait qu'on va pas tomber au même endroit que les autres, puisque la carte est unique. Et donc du coup, ça me permet de jouer un peu indépendamment des autres, même si c'est très interactif puisqu'on construit la même ville et qu'un changement de couleur de tuiles peut avoir des impacts énormes sur le décompte des points et sur la physionomie de la ville. Physionomie de la ville, tout à fait. Oui, parce qu'on va évidemment former des groupes, des quartiers de couleurs, mais à tout moment, quelqu'un peut venir avec une tuile d'une autre couleur et venir écraser, casser notre groupe en deux. C'est un jeu qui est vraiment particulier, parce que c'est pas du tout facile de rentrer dedans, et pourtant c'est pas un jeu très complexe, hein. Ça reste un jeu expert, on pourrait dire expert light, ça se joue en 1 heure, 1 heure et quart à peu près, mais l'expliquer, je sais que c'est parfois un défi, parce qu'il faut que les gens comprennent que ça va pas être la même chose s'ils jouent une carte seule, une carte lettre avec une tuile, ou une carte bâtiment avec une tuile. À partir de ces 3 cas de figure, on a plein de possibilités, et en fait, je commence, à mesure qu'on parle, à identifier l'ADN de ton game design. C'est cette liberté dont tu parlais, c'est ce champ des possibles qui est vraiment très large, et qui fait que, oui, en fait, je vois l'affiliation avec Seven Wonders, on a une carte, on a 3 façons de s'en servir, mais en fait, c'est pas 3 façons, elles sont démultipliées, parce qu'en fonction de la tuile qu'on choisit, en fonction de la lettre qu'on choisit, du timing avec lequel on se pose, il y a plein de possibilités qui fleurissent. Est-ce que ça a créé peut-être des doutes à un moment, quand vous avez playtesté, quand vous avez réfléchi à l'édition? Est-ce que vous avez ressenti, comme moi, que c'est pas facile de rentrer dans ce jeu-là quand même, qu'il faut un moment avant que la pièce tombe? Je pense que dans le cas de Jingopolis, c'est un peu le prix à payer pour avoir cette sensation de jeu qui est celle-là. On a essayé, en résumant derrière le paravent, quoi consistait chaque action. On a quand même fait, je pense, Sébastien en tout cas, a fait un gros effort pour avoir des règles les plus précises et didactiques possibles. Mais voilà, il y a un moment, il y a pas le choix. Il faut faire l'effort, quoi, pour atteindre ça. Mais effectivement, pour moi, c'est pas du tout un jeu compliqué. Complexe, mais il a un côté déroutant qui fait qu'il a une petite marche à franchir pour. Il ressemble à rien d'autre en fait, je trouve. Vraiment, je ne vois pas
d'autres jeux. Alors oui, la construction de ville, on connaît, mais dans les sensations que ça procure, le fait aussi que quand on écrase, il y a une idée qui est géniale, c'est que quand on écrase un bâtiment et que donc il sort du jeu parce qu'il y a une tuile par-dessus lui, on garde la carte et on en fait un pouvoir. Donc il y a aussi ce côté construction de moteur avec 3 axes dans le jeu. Les pouvoirs qui vont se déclencher quand on joue une carte seule, quand on joue sur une lettre ou quand on écrase. Moi, j'ai parfois le sentiment que c'est très difficile de se passer des pouvoirs d'écrasement, les pouvoirs qui vont se déclencher quand on construit par-dessus. C'est ce qui est le plus important, en fait, dans le jeu, c'est ces pouvoirs-là. Je me rappelle très bien le moment et l'endroit où j'étais quand j'ai eu cette idée, parce que j'étais là avec ce problème, je dis, ok, je vais jouer une carte qui correspond à mon bâtiment, je construis dessus, et alors, ma carte, elle sert plus à rien, qu'est-ce que j'en fais? Et puis là, tilt, mais je vais en faire un tableau avec un pouvoir qui va me servir pour le reste de la partie. Et là, je savais déjà, avant même d'y avoir joué, que c'était l'idée géniale qui allait faire que le jeu allait être très bon, quoi. Vraiment, voilà. Oui, puis ça crée aussi des enjeux dans le draft, dans le contre-draft, parce que il y a une idée que l'extension, parce que le jeu va avoir une extension qui s'appelle les experts, va amener, qui est une règle optionnelle qu'on peut déjà faire dans le jeu de base, en fait, c'est que on peut garder une carte, on peut banquer une carte d'un tour à l'autre, et je trouve que c'est vraiment un ajout qui est très intéressant, parce que ça ajoute encore plus d'interaction et presque parfois de mesquinerie, de méchanceté dans le contre-draft, parce qu'on garde cette carte d'un tour à l'autre dont on sait très bien que l'adversaire là-bas rêve de l'avoir en main. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a évidemment des pouvoirs qui sont très forts, ou qui, comme il y a une asymétrie qui va se développer dans les tableaux de cartes que l'on crée, un pouvoir peut très bien m'intéresser très fort et ne pas t'intéresser du tout. Absolument, oui, tout à fait. Une carte peut être totalement inutile, même en termes de points de victoire à quelqu'un, et faire la partie de l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que tu parlais de Seven Wonders comme une inspiration de départ, et je trouve que ça va se ressentir aussi dans l'extension des experts, parce que dans Seven Wonders, on draft des leaders en début de partie qui vont nous donner des directions pour la partie après. On va retrouver ça un peu dans Jinkopolis avec des pouvoirs que vont nous donner ces experts qu'on draft en début de partie. Il n'y a pas que ça dans l'extension, il y a aussi toute une série de modules, et un module que j'aime beaucoup, c'est celui des tuiles de niveau 2 et niveau 3, parce qu'elle va réduire un petit peu le hasard, une part de hasard et de chaos, un peu comme dans Carson City, dans Jinkopolis, en fonction des tuiles qu'on va piocher, on va pouvoir avoir des tuiles plus ou moins fortes, avec une valeur numéraire plus ou moins élevée. Avec le système de l'extension, on peut lisser un peu ce hasard en disant, à la place de piocher 2 tuiles au hasard, je vais aller piocher une niveau 2 qui vaut entre 21 et 23. C'était la volonté de lisser un petit peu le chaos, d'offrir plusieurs degrés de lecture. Oui, c'est ça. C'était, encore une fois, d'ajouter un degré de liberté en disant, je vais faire l'effort, investir pour m'assurer ce que je veux et avoir un tout petit peu plus de contrôle, effectivement, sur le jeu. Oui, tout à fait. Et enfin, peut-être une des grandes forces de Jinkopolis, moi je trouve, c'est ces décomptes de majorité. Et là, on retrouve des sensations de jeu un petit peu comme El Grande, etc., où en fin de partie, on va vraiment regarder les différentes zones, voir qui les contrôle, et ça peut être vraiment très explosif dans ce qui se passe, parce que si tu fais une zone tout seul, tu vas gagner le double des points, tu peux essayer d'aller gratter des deuxièmes places, etc., et ce qui est fascinant, c'est vraiment cette ville en perpétuelle mutation, et ça, dans un jeu de ce calibre-là, ça peut être déroutant, encore une fois, mais je pense que c'est une volonté que tu avais, que jusqu'au dernier moment, en fait, on a un suspense sur comment va se passer le décompte. Oui, c'est vraiment une tension qui monte comme ça jusqu'à la fin de « mon super quartier que je fais tout seul, est-ce que je vais le garder ?» Et voilà, et cette possibilité de se le faire couper en deux ou de se faire rejoindre un autre quartier de la même couleur qui va faire que c'est tout ça que j'aime beaucoup, oui, tout à fait. Et alors pour la petite histoire, donc Jingopolis, le nom vient du Jingo Biloba, qui est un arbre, parce que c'est une cité végétale, etc., qui se construit, et le Jingo Biloba est en fait un des plus vieil organisme vivant qui vit sur Terre. C'est vraiment un arbre préhistorique dont le patrimoine génétique n'a absolument pas changé depuis. C'est l'arbre le plus résistant qui soit au monde. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on le trouve souvent en ville,
comme aménagement urbain, puisqu'il résiste à la pollution, à tout. Voilà. Donc on retrouve ton intérêt Voilà. pour l'urbanisme Voilà. dans la thématique Tout du à jeu. fait. Et là, bah voilà, comme c'était édité avec ton ami Sébastien, il n'y a Ouais. pas trop eu à négocier Tout à fait. pour la thématique, mais c'est aussi une thématique assez originale et qui change des jeux d'urbanisme plus classiques et qui s'illustre aussi dans le fait qu'on construit en hauteur. Choix de matériel, là ça relève plus de l'édition, mais assez heureux, c'est l'épaisseur des tuiles qui donne vraiment une belle présence sur table au Ouais. jeu. Le travail de qualité de Sébastien qui a vraiment investi dans cette huile, je pense qu'il a pris les presseurs au maximum disponibles, tout simplement. Et Jinkopolis qui est ressorti récemment, il y a quelques années, qui a une réimpression. Oui, et- oui, c'est ça. Il y a, je sais plus, il y a 3-4 ans. Bah, moi, c'est un jeu que j'affectionne toujours particulièrement. Et pour le coup, je trouve qu'il est aussi intéressant à deux, pour avoir un peu de contrôle pour le contre-draft, etc., que à plus nombreux. Je crois que j'ai jamais joué à 5, ça doit être un beau bazar. À 5, c'est un beau bazar, oui. C'est-à-dire, c'est vraiment... Le chaos et l'imprévisibilité du jeu augmentent en fonction du nombre de joueurs. Forcément. Donc à 5, effectivement, il faut apprécier les jeux où ça part dans tous les sens, oui, effectivement. Avant d'arriver à ton prochain jeu édité, vraiment en tant que tel, qu'est Carson City, le jeu de cartes, en 2018, on a une période, entre 2012 et 2018, où il n'y a pas vraiment de nouveaux jeux à proprement parler, mais en fait, il y a plein d'extensions. Il y a les Dames de Troie, il y a l'extension de Jinkopolis, etc. Ça aussi, c'est des moments, en fait, de développement assez actifs dans la vie d'un auteur. Oui, oui, tout à fait. Donc les extensions, les suppléments, etc., c'est effectivement aussi un travail de développement important et qui demande à être testé, affiné, etc. Oui. C'est pas le même exercice que de créer un jeu, mais c'est un autre exercice et qui demande aussi beaucoup d'efforts. Donc tu le dis, même s'il y a 6 ans qui séparent Jinkopolis du jeu de cartes Carson City, c'est pas du tout un moment d'inactivité pour toi en tant qu'auteur, tu l'as pas du tout vécu Non, comme tout à ça. fait. C'est pas du tout un moment d'inactivité parce que d'autant plus qu'à cette époque-là, moi je travaille déjà sur Carnegie depuis un moment. Et donc 2018, Carson City, le jeu de cartes, alors là pour le coup j'y ai pas du tout joué, j'ai été voir un petit peu, c'est intéressant, on a des cartes à multi-usage, il y a des terrains, il y a des personnages, c'est... Alors le principe assez simple, il y a des cartes terrain et une carte personnage qui sont présentes dans une rivière de cartes à chaque tour, et chaque joueur joue en simultané, c'est une sorte d'enchère cachée, une carte qui a une valeur qui va déterminer s'il est le premier à choisir sa carte. Voilà, et donc on fait dans l'ordre, et on choisit chacun une carte, on la rajoute à son tableau, et le but c'est de développer la ville qui rapporte le plus de points sur le thème de Carson City. Donc on a des bancs qui combattent avec les mines, qui combattent avec les montagnes, etc. Donc les ranchs qui combattent avec les terrains vides, et ce genre de choses. Donc là pour le coup on a chacun sa propre ville. Donc là, pour le coup, on développe chacun sa propre ville, ses propres personnages qu'on va garder tout au long de la partie et qui vont avoir des petits pouvoirs en plus, soit pour donner priorité dans les enchères, soit pour prendre 2 cartes au lieu d'une, soit... Voilà, il y a toute une série de Donc ouais, choses. il y a Voilà. le côté tableau de cartes, et l'interaction elle se fait dans l'enchère. C'était une demande de l'éditeur, c'est toi qui es venu avec cette envie de décliner Carson City sous un autre Alors, angle? c'est moi qui suis venu avec cette envie de décliner Carson City. J'avais cette idée-là en tête de faire un jeu de tableau building, mais sur base aussi du développement d'une ville en damier. Je regrette un peu de ne pas avoir changé le thème. Je pense que ça aurait permis 2 choses. Ça m'aurait permis d'ouvrir à d'autres idées et d'atterrir peut-être sur un mécanisme de décompte des points plus léger que ce qu'il est aujourd'hui. Parce que pour le coup, le gros problème du jeu, c'est que le décompte des points à la fin est un peu fastidieux, où il faut compter les points de tous ces bâtiments dans sa ville. Voilà, c'est le truc qu'il aurait fallu que j'améliore, et c'était pas évident dans le cadre de Carson City d'arriver à ça. Là. Peut-être aussi de toucher à un autre public, parce que là, par définition, on pense que tu vas t'adresser en priorité aux fans de Carson City, alors que le jeu, j'ai l'impression, propose des sensations très différentes. Oui, Il n'y a pas d'affrontement direct, etc. Donc, oui, absolument. C'est
c'est pas vraiment le public de Carson City qui était visé, et donc c'était peut-être pas une super idée de reprendre le thème en fait. C'est une enchère cachée, hein, donc on ne fait que choisir une carte et on la révèle et on espère être le mieux placé, c'est tout. Donc en fonction de l'intérêt de la carte, on va mettre sa meilleure carte ou sa moins bonne carte. Donc c'est juste ce qui permet de déterminer l'ordre du tour. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est simplement le fait de jouer en simultané, donc de gagner du temps de jeu. En fait. Et puis le moment de révélation. Le moment de révélation qui crée des surprises. Et aussi le fait d'avoir des configurations très différentes. Parfois, on a donc sur le rivière de cartes qui est à disposition, il y a une seule carte qui est vraiment bien. Ou alors, à l'inverse, il y a parfois des rivières où toutes les cartes sont plus ou moins intéressantes. Et donc, on peut se permettre voilà, et ça j'aime bien ce côté-là un petit peu stratégique de dire allez, c'est quoi que je mise quoi. Est-ce que c'est un jeu un peu comme Palais Royal, il a connu son premier tirage et il n'a pas spécialement été réédité? Alors, c'est certainement celui de mes jeux qui a eu le moins de succès, puisque le premier tirage a eu beaucoup de mal à être épuisé. Je pense qu'il est même toujours en vente sur le site de l'éditeur. Donc voilà, donc c'est encore le premier tirage. Donc clairement, c'est pas sur ce genre de jeu qu'un auteur gagne sa vie. Hein. Donc un auteur gagne sa vie sur les retirages. Oui. Voilà. Pour moi, c'est un jeu qui a un petit peu souffert de certains défauts dans l'édition aussi. Moi, j'ai certains regrets, notamment, mais du fait d'avoir repris les illustrations de Carson City, notamment au niveau des bâtiments, en fait, en les réduisant au niveau d'un quart de carte, ça fait qu'ils sont un peu trop petits et trop difficiles à reconnaître dans certains cas. Voilà, donc ça pour moi, il mériterait aussi... Pas toujours très lisible, alors. Voilà, c'est parce que j'ai d'autres projets, d'autres priorités, mais franchement, c'est un des jeux que j'aurais envie de retravailler avec un nouveau thème pour le rééditer, quoi. On arrive en 2019 et retour du trio gagnant avec Sébastien Dujardin et Alain Orban. Vous arrivez avec Black Angel, un gros jeu, une grosse boîte illustrée par Yann O'Toole. Un jeu qui aura connu une vie éditoriale un peu compliquée. Je sais que le premier tirage a bien fonctionné et si je me rappelle bien, après il y a eu un deuxième tirage plus enthousiaste qui a eu lui un peu du mal à s'écouler. Et c'est un jeu que moi je résumerais comme une sorte de 3 dans l'espace, même si ça pourrait être un peu réducteur, il y a d'autres choses, mais en tout cas on retrouve cette mécanique des dés partagés, etc. C'était quoi l'idée de départ? Oui, l'idée c'était de nous faire plaisir avec ce qu'on avait aimé dans 3 et de le réadapter à un autre univers. Oui, ça a mis quand même quelques années de développement. On a adoré comme 3 le développer ensemble, en se revoyant régulièrement. Et effectivement, il y a eu un très bon accueil du premier tirage, mais ça reste un public de niche quand même. C'est quand même un gros jeu expert. Oui, c'est une boîte assez coûteuse. Donc, une boîte assez coûteuse qui demande un certain investissement en termes de lecture de règles et de mise en place, etc. Je pense que le public était atteint avec le premier tirage, peut-être un deuxième tirage, mais modeste. Et il y a eu certaines erreurs, je pense, faites par certains partenaires Asmodée qui en ont peut-être refait trop, recommandé trop, et donc qui se retrouvent avec des boîtes sur le dos. Ce qu'il y a d'intéressant par rapport à un 3, c'est qu'on retrouve ces cartes dont on peut prendre possession, mais ici, elles sont sur un espace qui est mouvant, qu'on retrouve avant, en fait, dans Solenia. C'est une part mécanique de Black Angel qui a été mise à part pour faire un autre jeu par Sébastien. Et donc ça, est-ce que c'est venu de la thématique spatiale ou est-ce que c'est la mécanique d'abord de ce plateau mouvant qui est venu et les cartes qui se déclenchent quand elles sont retirées du jeu? Ça, c'est assez intéressant et inédit pour le coup. Oui, tout à fait. Et c'est venu de la thématique. Enfin, clairement, quand on choisit un thème, il y a un aller-retour qui se fait entre les choix mécaniques et le thème. Et donc, souvent, quand on fait ce choix du thème, c'est l'occasion aussi de revoir la mécanique en fonction du thème. C'est très clairement le cas dans Black Angel. On a vraiment cherché longtemps à mettre au point une mécanique d'exploration spatiale où on ressent la progression ou le voyage. Donc voilà, et d'où cette sensation d'avoir une carte qui se renouvelle et qui évolue, quoi. Voilà.
C'est un jeu aussi qui graphiquement tranche complètement avec 3, hein, puisque du côté médiéval, on est maintenant sur des illustrations futuristes, spatiales et le style de Yann O'Toole. Avec le recul, t'es toujours content de ce jeu. C'est un jeu qui vous ressemble vraiment à tous les 3 en tant qu'auteur et sur lequel vous êtes fait plaisir, quoi. Alors oui, tout à fait. Black Angel, c'est clairement un jeu qu'on a eu beaucoup de plaisir à développer, mais je constate dans la pratique que je ne le ressors pas. Peut-être parce que l'investissement à faire pour relire les règles est trop important. Et là, je voudrais faire une petite remarque, c'est qu'en fait, nous, en tant que co-auteurs, on jouait au jeu parce qu'on le conçoit, et on avait toujours cette sensation « Waouh, on s'est super bien marré !» après avoir joué une partie. Mais je me demande si on n'aurait pas dû aussi se poser la question de l'accessibilité du jeu en termes de placement, de matériel, etc., pour que ce soit encore plus facile, pour qu'on ait plus envie d'y rejouer. Parce qu'une fois qu'on a fini le développement, moi je constate que j'y joue plus, alors que chaque fois que j'y ai joué, je dis « Waouh, c'est génial, ce jeu ne ressort pas assez souvent », et je ne sais pas ce qui fait qu'un jeu, un bon jeu, on le ressort ou pas. Voilà. Mais je te rejoins dans ton analyse. Voilà, je ne comprends pas. Mais moi, je l'ai possédé pendant un temps, hein, en tant que fan de Pearl Games. J'ai acheté dès sa sortie, etc. Et puis oui, j'ai apprécié mes premières parties. J'ai pas vraiment quelque chose de précis à reprocher au jeu, mais pourtant, dans la pratique, effectivement, il n'est plus venu sur la table. Est-ce que c'est effectivement parce qu'il prend de la place, parce qu'il demande une certaine mise en place, que les règles sont peut-être moins intuitives que d'autres jeux que vous avez conçus, mais oui, c'est vrai que c'est un jeu, c'est un peu une énigme, hein. Il est excellent intrinsèquement, mais on se retrouve à ne pas y jouer autant qu'il le mériterait. Paradoxe, je n'ai pas la réponse à la question. Si dans vos commentaires vous pourriez nous expliquer pourquoi, ça m'intéresse de le savoir. On reste chez Pearl Games en 2020 avec un jeu beaucoup plus léger, c'est 3 Dice, déclinaison jeu à cocher de 3, qui là, par rapport à Tournai, qui avait vraiment un ADN vraiment commun, etc., moi j'ai le sentiment qu'on retrouve avant tout de 3 l'univers graphique. Je sais pas ce que t'en penses, mais mécaniquement, peut-être ça a été compliqué pour vous d'arriver à traduire les sensations de 3 en jeu à cocher. Mais moi, j'y vois pas une filiation extrêmement forte. Effectivement, la filiation, elle est thématique, et c'est tout. Je veux dire, au niveau mécanique, on est vraiment parti sur une page blanche, en fait. On voulait juste travailler ensemble sur un roll and write. Et alors, c'était un peu le défi de faire un jeu de dés à partir d'un jeu de dés. Oui. Mais voilà, et donc on est vraiment parti sur l'idée, on va reprendre les éléments, qu'on retrouve les 3 couleurs, les civils, les militaires, les religieux. C'était votre premier jeu à cocher, je crois. Qu'est-ce qui est difficile quand on fait un jeu à cocher ? On sait que c'est un genre qui est par essence un peu moins interactif, on est forcément un peu chacun le nez sur sa feuille. Quels sont les grands défis quand on fait un jeu de ce type-là ? C'est quasi forcément un jeu pas du tout interactif. À partir du moment où, ici, le nombre de joueurs n'est pas limité, en fait. Il suffit d'avoir la vision sur le nombre de dés et les dés qui sont jetés pour pouvoir y jouer, avoir la feuille de papier. Et donc, forcément, ça ne peut pas être interactif à partir du moment où on peut jouer à 10 à un jeu à 20 à un jeu de gestion. Voilà, ce serait ingérable. Un jeu de cette complexité interactif, ça n'existe pas, je pense. Il y a cette absence d'interaction qui est presque un constat de base, en fait, hein, surtout si on veut garder cette essence du jeu à cocher et ce côté simultanéité, hein, que tu sembles apprécier aussi, hein, qui a été la base de Jinkopolis. Et puis après, dans les jeux à cocher, il y a souvent une sensation de combo. On pense à des jeux comme Très Futé, ce genre de choses. C'était votre modèle ? Est-ce que vous avez rejoué à des jeux à cocher pour vous inspirer ? Ou est-ce que vous avez vraiment plutôt cherché à faire votre propre truc dans votre coin ? On est parti un peu sur l'essence des jeux à cocher, mais en se disant, on peut pas se contenter de faire ça. Nous, ce qu'on veut, c'est apporter un truc en plus qui soit vraiment original et qui soit une sensation nouvelle dans ce type de jeu. La particularité pour moi de 3 Dice, c'est cette rosace, qu'on voit évoluer dans le temps, et on peut anticiper un peu ce qui va se passer, ce qui va arriver, la valeur qui vont se mettre dans les différentes actions, et donc on peut aussi un peu doser les risques, les cases qu'on va concher en fonction de ce qui nous manque et de ce qu'on voit
qui va arriver. Et c'est ça que je trouve passionnant dans le jeu, c'est vraiment ce côté un peu anticipation et stratégie en fonction des couleurs qui se présentent à l'avenir dans le jeu, quoi. On retrouve aussi le côté hasard, enfin en tout cas assaut des événements, hein, avec ce dé noir qui peut carrément nous détruire des colonnes, ce qui peut être assez frustrant dans un jeu avec de l'optimisation. Et puis on retrouve aussi les ressources, hein, les pièces qui vont, si on en a beaucoup, nous permettre d'avoir un choix de dés plus important. Donc il y a cette gestion-là aussi qui est assez intéressante, assez inédite. Le côté un peu hasard destructeur, pour moi, dans un jeu de cette durée, ça me dérange pas tellement. Je veux dire, ça se passe mal, on en refait une. Je veux dire, voilà. Donc c'est vraiment le plaisir d'arriver à avoir une partie où tous les dés sont alignés, où tout se passe bien, où on parvient à terminer la cathédrale en faisant un max de points. Enfin voilà, c'est pour moi le plaisir du jeu, il est là. Oui, tout à fait, parce que c'est un jeu assez rapide. Et puis, dans le scoring, il y a aussi un petit peu des éléments de combo dans ces citoyens qu'on débloque en dessous, qui vont après nous donner un bonus dans une autre ligne, etc., nous donner un citoyen d'une autre couleur. Ça, voilà, moi, ça m'évoque vraiment des jeux type très futé, etc. Mais voilà, je sais pas si ça a été vos inspirations. Moi, j'ai pas une extrêmement grande connaissance des jeux Roll and Write, mais effectivement, très futé, je le connais. Et j'apprécie beaucoup. À partir du moment où on coche des choses, arriver à atteindre le point qui fait que ça combotte et qu'on recoche ça, qui permet de recocher ça, etc. C'est clair que c'est un plaisir incontournable de ce type de jeu, quoi. Oui, presque dans le geste, il y a un truc dans de le geste, dire... il y a un truc, voilà. Et je coche ça, et puis je coche ça, et donc j'ai ça, et tac. Voilà. Ah, on retrouve un peu le côté tour explosif de 3 dont tu nous parlais tout à l'heure aussi. Il y a un petit peu ce côté-là. D'une autre façon, évidemment, mais Mm-hmm. ce plaisir-là se prolonge de cette façon-là. On arrive maintenant en 2022 avec ton dernier jeu en date à l'heure où on parle, c'est Carnegie, un jeu qui a eu une immense liste de prix, hein. On allait regarder les distinctions, il a été jeu de l'année en Italie, au Portugal, il a eu le Golden Geek Award du jeu expert, et bien d'autres encore. Tu le disais, c'est un jeu que tu as réfléchi vraiment sur le très long terme, qui a demandé... un long temps de réflexion. Raconte-nous un peu la genèse de ce jeu-là, qui a un système d'action partagée qui, moi, m'évoque un peu Puerto Rico. Il y a un truc comme ça, un peu, où quelqu'un choisit une action. Est-ce que c'est ce système-là qui était à la base? Est-ce que c'est le côté plus réseau sur le plateau? Comment est arrivé Carnegie dans ta tête? Pour Carnegie, je suis parti du thème. Donc pour moi, il y a 2 points de départ possibles à un jeu. La mécanique, typiquement Palais Royal, hein, ou le thème, typiquement Carson City. Voilà. Ici, dans Carnegie, c'était le thème. J'avais envie de travailler sur un jeu qui parle du développement économique, de la gestion, j'avais envie un jeu de croissance. J'avais aussi cette intention de repartir d'une mécanique à la Palais Royal en termes de développement d'entreprise. Voilà. Donc ça, c'était un peu mes 2 points de départ. Pour être même plus précis que ça, en amont de l'envie de retravailler le mécanisme de base de Palais Royal, je voulais un jeu qui se joue en construisant un tableau d'actions, que progressivement on allait développer les actions qu'on allait pouvoir faire en rajoutant des cartes à son jeu. Voilà. Les tuiles dans son entreprise. Voilà, les tuiles dans son entreprise, si tu veux. En jouant à Food Magnet, je me suis rendu compte que le mécanisme de Food Magnet, qui consistait à avoir des formateurs qui permettent de prendre des nouvelles cartes, etc., en fait, c'était la même mécanique, mais avec un support différent que Palais Royal. Ça peut paraître difficile à comprendre, mais plutôt que d'avoir des pions que vous placez dans des cases, en fait, vous avez des cartes qui vous donnent certains pouvoirs. Et du coup, ça m'a donné l'envie de repartir de Palais Royal pour le transférer dans Carnegie, qui ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque. C'est Food Magnet qui m'a donné ce déclic-là. Voilà. En me disant, mais en fait, c'est la même chose, mais transposée en pions sur des cases plutôt que des cartes qui donnent un certain nombre d'impulses pour progresser dans le tableau de cartes qu'on se construit.
Donc tu avais ce Voilà. thème, mais tu n'avais pas encore la mécanique parfaite pour Non, reproduire voilà. les sensations Du coup, qui lui voilà. correspondaient. Le développement du jeu a quand même pris 8 ou 9 ans, hein, des premières idées, des premières intentions à la sortie du jeu, quoi. Ça a toujours été donc le développement économique, ça a toujours été les États-Unis, mais par contre ça est passé par plein de noms différents. Le premier nom c'était Chicago, puis c'est devenu Mayor of Chicago, puis c'est devenu Wells Fargo, et puis à un moment donné c'est devenu Carnegie, parce que voilà, j'ai trouvé cette mécanique de donation pour les points de victoire. Enfin, quand j'ai lu un peu l'histoire de Carnegie, etc., ce qu'il avait fait, bon, j'ai un peu mis de côté ce qu'il avait fait de mal, hein, mais bon, j'ai pris ce qu'il avait fait de bien. Voilà, je me dis, okay, ça vaut la peine qu'on en parle quand même. Et ça m'a inspiré vraiment pour finaliser le jeu. Carnegie, c'était la prise de connaissance de ce personnage, me dire, ok, je vais m'en servir dans mon jeu. Ça a été vraiment le coup de pouce qui m'a permis de le finaliser. Et cette mécanique alors de l'action partagée, que moi je trouve assez centrale aussi dans l'expérience de jeu, où le joueur qui est premier joueur va définir une action et puis tout le monde va pouvoir la faire. Là, c'est arrivé un peu plus tard, alors après tout ce que tu viens de citer. Non. Je pense que c'est quelque chose qui est arrivé assez vite. T'as pensé à quoi à ce moment-là à Puerto Rico, à d'autres modèles? Oui, à Puerto Rico, oui, clairement. Parce que Puerto Rico est un incontournable dans l'histoire du développement des jeux de société modernes. C'est ce mécanisme-là en particulier de choix d'une action que tout le monde suit est vraiment magnifique dans Puerto Rico. Et j'ai vraiment voulu reprendre ça. Et j'ai voulu aller un cran plus loin dans la liberté, puisque ici, on n'a pas cette notion d'obligation de choisir une action différente que le joueur précédent, puisque l'action a déjà été prise. Il y a 4 actions possibles, et on peut refaire la même action plusieurs fois d'affilée si on veut, et même quand on est au bout de la piste, on peut refaire les actions qui sont arrivées au bout. Donc là, pour ça, la liberté est totale. Et donc, petit conseil de jeu à Carnegie, important à Carnegie, c'est d'être toujours en situation de pouvoir faire quelque chose d'utile, quelle que soit l'action qui soit choisie par le joueur qui va suivre. Voilà. Oui, et il y a une interaction qui est très forte là-dedans. On retrouve ces sensations-là dans Puerto Rico, mais comme tu le dis, décuplées, parce que avec une plus grande liberté, où il y a une très grande courbe de progression, je trouve, dans le jeu, parce que là aussi, comme dans Palais Royal, on peut faire n'importe quoi, on peut complètement se bloquer. On peut passer à côté de la partie, oui, ça c'est sûr. Oui. Ah, c'est un côté un peu dur dans l'apprentissage du jeu, c'est que la première partie, si on joue avec des joueurs qui ont un peu l'habitude du jeu, on peut se faire rouler dessus, quoi. Oui. Bah, c'est ça qui en fait un vrai jeu expert. Alors c'est aussi ta première arrivée sur Kickstarter, une arrivée très remarquée, hein, saluée par la critique, saluée par les joueurs, mais est-ce que ça a eu un impact sur le développement du jeu, ou est-ce que ça concerne vraiment juste l'éditorial sur Kickstarter? Ça a eu un très gros impact sur le développement du jeu, parce qu'en fait, il y a eu énormément de demandes des joueurs pour avoir notamment des départements en plus. Les fameux stretch goals. Voilà, des fameux stretch goals. Alors j'avais pas mal d'idées qui étaient déjà dans les cartons, mais c'était pas prévu donc à la base. Et donc c'est pendant la campagne que j'ai conçu ces départements, je les ai testés, et donc ça a été un peu à l'arrache. Mais j'avais prévu de le faire à terme. Je me dis s'il y a une extension, j'ai déjà plein d'idées dans les cartons. Mais l'éditeur t'a dit, il les faut maintenant. Voilà, il faut maintenant, ok. Bon. Est-ce que pour toi qui aimes peaufiner tes jeux, vraiment prendre le temps, etc., ça a peut-être été un peu frustrant, cette expérience-là, peut-être un équilibrage un petit peu plus difficile à assurer Donc il y a une phrase qu'il faut dire à tout le monde, et en particulier aux auteurs de jeux: quand c'est parfait, c'est trop tard. Donc voilà, il y a un moment donné, le jeu est prêt à être publié. Un jeu expert, on n'avait jamais fini de le peaufiner, de le poil de cuter. C'est vraiment une démarche qui n'a pas de fin. Et donc à un moment donné, il faut le sortir, quoi, parce qu'il est prêt, parce qu'il est suffisamment bon, parce qu'il est suffisamment bien équilibré. Tu as dû travailler un peu dans l'urgence, mais... Là, j'ai dû travailler un peu dans l'urgence, mais alors, ce qu'il y a aussi, c'est que je fais pas n'importe quoi. Quand je sais exactement comment équilibrer un département, voilà, je tiens compte
de ça pour le faire, quoi. Je sais combien vaut une marchandise, combien vaut une action, combien vaut ceci, et je peux, en fonction de ça, équilibrer chaque chose que je mets en place dans un département. Oui, c'est quasiment 20 ans d'expérience dans le game design qui font que tu sais comment placer les curseurs pour que chaque chose soit bien à sa place. Il y a aussi une dimension importante, c'est les connexions sur le plateau central qui, moi, m'évoquent un petit peu le jeu de réseau, les jeux de train, en fait. Je suis pas grand connaisseur, mais les 18XX, ce genre de jeu, avec un côté placement et blocage. Est-ce que c'est ça que tu as voulu reproduire en un peu plus light, ou est-ce que c'est un autre type de sensation? Alors, c'est ça que j'ai voulu reproduire, mais pas totalement. C'est-à-dire, dans Carnegie, pour moi, l'histoire que ça raconte fait que, oui, c'est chouette d'avoir ce côté, je fais mon réseau et j'essaie de relier ces différentes villes. Parce que ça fait partie de l'histoire des États-Unis, et je voulais le resituer là dans le jeu. Mais je voulais aussi qu'il y ait un petit côté tension-blocage, mais je voulais pas que ça aille trop loin dans ce sens-là, parce que sinon c'est trop frustrant. Et donc, il fallait que ce soit suffisamment facile d'y arriver, et suffisamment difficile de bloquer les autres pour ne pas que ça arrive facilement. Et que si quelqu'un veut me bloquer, je peux le voir venir, je peux le contrer. Voilà. Donc ça, c'est un côté équilibrage qui est important. Donc ça a été compliqué justement d'atteindre ce niveau-là, de dire je veux une construction de réseau, mais je veux pas que le côté blocage soit trop marqué, pour ne pas avoir ce côté frustrant et que le jeu se résume à ça. C'est un jeu aussi, donc on le disait, qui a reçu énormément de prix, qui a été assez acclamé par les joueurs experts. C'est quoi les retours les plus positifs qui reviennent sur ce jeu? Est-ce qu'il y a un truc en particulier qui fait qu'il se distingue? Est-ce que tu le considères comme ton meilleur jeu ou pas nécessairement? C'est juste que celui-là était plus remarqué qu'un autre. C'est peut-être mon meilleur jeu en ce sens que c'est un des jeux sur lesquels j'ai le plus travaillé et qui a bénéficié de toute l'expérience passée. Donc oui, c'est peut-être un de mes jeux, peut-être le jeu le plus abouti. Voilà. J'ai des gens qui m'écrivent parfois partout dans le monde en disant votre jeu là voilà, c'est mon jeu préféré, ça fait super plaisir, quoi. Voilà, des gens qui me disent j'ai cumulé autant de parties, etc. Voilà. Je sais pas comment ils font, parce que moi j'ai jamais joué autant de parties à mon propre jeu. C'est juste que si je cumule toutes les parties que j'ai fait depuis le premier proto, j'en ai peut-être beaucoup, mais les parties que j'ai jouées sur la dernière version du jeu final, j'en ai pas autant que ça, c'est sûr, quoi. Donc, c'est aussi que le jeu est disponible sur Board Game Arena, et c'est un outil qui permet d'enchaîner vraiment beaucoup les parties, et c'est toujours une belle qualité de voir qu'à un niveau compétitif, le jeu tient la route. Donc là, on voit que ton expertise sur l'équilibrage dont tu parlais, finalement, elle se vérifie, et c'est un jeu aussi... très stratégique, on peut vraiment avoir des ouvertures, puisque y a peu de choses qui varient d'une partie à l'autre, peut-être la sélection des tuiles qu'on va prendre, mais voilà, on peut reproduire certains schémas, et ça, c'est intéressant, ça en fait un jeu avec une profondeur stratégique, des ouvertures à analyser, un chemin à suivre, mais il va évidemment falloir s'adapter tactiquement au choix des autres. Je remarque que beaucoup de gens... ont tendance à reproduire la même chose. Ils ont l'impression d'avoir trouvé une solution qui les fait gagner, et ils vont refaire la même chose à chaque partie. Et donc, ça peut donner l'impression que le jeu se renouvelle pas ou quoi. Donc c'est pour ça que j'avais un mécanisme où il y a un certain nombre de départements qui sont retirés au hasard, mais je regrette de ne pas avoir été un peu plus loin encore dans cette logique-là, en s'assurant que d'une partie à l'autre, les départements disponibles sont vraiment très différents. Voilà. Et donc je suis en train de réfléchir à comment ajuster ça pour, si le jeu est réédité encore, de proposer un mécanisme qui fait que vraiment les départements qui seront présents au début du jeu seront différents d'une partie à l'autre, pour obliger les gens à sortir de leur zone de confort. Est-ce que tu sais déjà quelle va être la suite pour Carnegie? On imagine qu'il va être réédité à un moment, le succès au moins critique qu'il a connu, et puis aussi commercial. Alors, je n'ai aucune date ni aucune connaissance actuellement de ça, même si moi je travaille sur une extension qui serait la carte européenne
Voilà, je pense que ça peut être chouette. J'aime beaucoup y jouer déjà, donc voilà. Le même chemin que les aventuriers du rail, on commence aux USA et puis on va en Europe, mais sur un jeu beaucoup plus expert. Ouais. Tu y travailles de ton côté pour le moment, vous n'êtes pas encore en dialogue avec l'éditeur par voilà, rapport prochainement. Ok, intéressant. On arrive au bout de cet exercice de la rétrospective et on va parler de 2025 parce que tu as un jeu qui arrive cette année pour la première fois, un jeu solo chez Shadi Torbey de Impatience. C'est Mayor of Chicago. Et c'est amusant parce que, tu l'as dit, c'était un des noms qu'avait connu Carnegie au départ pendant son développement. Et là, c'est à l'initiative de l'éditeur, de Shadi Torbey, dont on a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, qui a pour spécificité d'éditer des jeux solo, et qui vient te voir en disant « Est-ce que t'as pas un jeu solo ?» Exactement. Il m'a contacté en me demandant « Est-ce que t'as pas un jeu solo ?» J'ai dit non. Mais voyons-nous quand même. Hein, donc, 3 mois plus tard, je le voyais, et entre-temps, j'avais un jeu solo à lui montrer. Puisque rien que le fait qu'il m'en ait parlé, je me suis dit mais qu'est-ce que j'aurais envie de faire si moi je devais développer un jeu solo. J'ai repensé à quoi je jouais tout seul quand j'étais gamin. J'aimais assez bien faire des réussites et je me suis dit mais peut-être un jeu qui reproduit cette sensation là où on pioche nos cartes, on les découvre, on est content, on les dispose les unes à côté des autres. Et voilà, donc je suis parti de cette idée là pour faire ce jeu. Et en fait, je suis tout de suite arrivé à quelque chose d'assez chouette. Naturellement, je l'ai proposé à Shadi, puisque c'était sous son impulsion que j'avais eu l'idée. Et donc, on a travaillé dessus. Je suis assez vraiment, même très content du résultat. J'aime beaucoup y jouer. Voilà. Ouais, ça donne très envie. Et puis, l'avantage d'un jeu solo, c'est que tu peux le playtester un peu à l'infini, notamment cette contrainte-là. Pour l'avoir un petit peu vu sous forme de prototype au dernier salon d'Essen, on voit une forme de filiation avec Carson City un petit peu, avec une ville qui se crée au fur et à mesure, si je me rappelle bien. Alors, c'est pas une ville qui se crée, c'est une ville qu'on découvre. Ah oui, c'est ça. Voilà, donc moi, je suis ingénieur-architecte, comme j'ai dit, je crois, et la ville, c'est ce qui me passionne, hein, donc voilà, ça se trouve beaucoup dans mes jeux. Et Mayor of Chicago, c'est marrant parce que donc, j'ai visité Chicago à la fin de mes études, donc c'est un gros coup de cœur, cette ville. Et donc, pratiquement tous mes jeux, pour autant qu'il y a un thème un peu urbain, c'est le premier titre que je donne à mes jeux. Donc, à un moment, Carnegie s'est appelé Mayor of Chicago dans le processus de développement. Mais ici, donc ça a commencé par ce thème-là, mais c'est resté. Voilà, donc ce sera mon premier jeu. C'est pas mon premier proto qui s'appelle comme ça, mais ce sera mon premier jeu qui s'appelle comme ça. Il y a vraiment ce titre définitif-là. Si je me rappelle bien, les cartes, donc c'est un jeu à base de cartes, hein, tu le disais, inspiré par la réussite, et les cartes ont plusieurs effets possibles, et puis il y a des personnages qu'on va révéler au fur et à mesure de la partie qui vont nous donner des compétences, si je me souviens bien. C'est ça. Donc en fait, le principe du jeu, c'est que on pioche une carte, et cette carte a un côté recto, c'est un quartier de la ville, et le verso, c'est un conseiller que vous pouvez recruter, ou pas. Donc vous devez choisir de quel côté vous jouez la carte. Soit vous la jouez côté ville, pour la placer, pour agrandir votre connaissance de la ville, et là c'est important parce qu'il faut essayer de bien connecter les symboles pour en retirer un maximum d'avantages ensuite. Soit vous recrutez le conseiller qui lui a un pouvoir particulier et vous allez pouvoir le jouer plus tard sur un des quartiers de la ville que vous venez de... Et en fonction de l'endroit, de la localisation où je place mon conseiller, eh ben, il va me rapporter de la popularité, des sous, des voix, enfin voilà. Ok, donc un choix initial entre deux options, mais qui se complexifie après parce qu'il y a le côté spatial qui rentre en jeu avec plusieurs endroits où le poser. On est sur une sortie fin 2025, Cannes 2026 Essen 2025. Ouais. Super, donc oui, là, le jeu est 100% terminé. Le jeu, il est voilà, il n'attend que la date choisie par l'éditeur pour sortir. Ok, bah super, on a vraiment hâte de mettre la main dessus. Développer ce jeu solo m'a donné envie d'en faire un autre, et donc voilà, je suis en train de plancher là-dessus. Et bien voilà Xavier, on a fait le tour de ta ludographie. Tu as évidemment encore d'autres projets dans les cartons, mais
pas d'autres jeux signés pour le moment, donc tout ça est encore de l'ordre de ton jardin secret sur lequel tu bosses. Merci de s'être prêté au jeu de la rétrospective. Merci à toi. Avec moi. On a pu identifier ensemble l'ADN de tes jeux. C'est d'une part thématiquement le côté urbanistique, l'importance de la ville, de l'espace en tout cas, et puis mécaniquement cette sensation de liberté, ce champ des possibles ouvert qui est laissé aux joueurs, et à l'intérieur le fait de ne pas avoir peur parfois de certains éléments de chaos, d'incertitude qui vont venir mettre un petit peu du piment et relancer encore les choix disponibles. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette rétrospective. On se retrouve très bientôt pour d'autres épisodes, d'autres vidéos. Merci encore Xavier, et puis à bientôt. Bon jeu par chez vous. Ciao.